Bonjour, ravi de vous accueillir dans ce 35e numéro de Mahogany, le magazine du bien vieillir à la Martinique. En notre compagnie aujourd'hui, Madame Paulette Kneur, qui est l'ancienne directrice adjointe de l'Âme d'Or. Tout à fait. Nous allons redéfinir un petit peu les missions et les activités de cette association. Et également elle-même retraitée, donc à la fois acteur et témoin donc, du thème que nous allons aborder aujourd'hui. Il s'agit d'un thème pas forcément évident, pas forcément facile, mais dont il faut, je crois, parler, sur lequel il faut alerter à titre individuel et à titre collectif. Il s'agit de ce qu'on a appelé la nouvelle pauvreté des seniors. Vous l'avez bien compris, nous allons donc parler aujourd'hui de vie quotidienne. Madame Kneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous abordons aujourd'hui dans Mahogany le thème de la pauvreté des seniors, de la nouvelle pauvreté des seniors, qui n'est pas un thème strictement local, mais compte tenu de notre démographie qui va bientôt faire passer la Martinique au rang du second département le plus âgé français, qui prend sans doute une acuité particulière. Alors, cette pauvreté sera examinée et analysée lors des prochaines rencontres gérontologiques de l'Âme d'Or, qui a pour thème les nouveaux pauvres, les nouvelles pauvretés des seniors. Donc alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'Âme d'Or, qui est une institution dont nous avons déjà eu l'occasion de parler à maintes reprises dans Mahogany, et qui a une importance et une influence assez considérable dans cette sphère des personnes âgées. Très bien. Merci beaucoup et bonjour aux téléspectateurs de Mahogany. Donc, comme vous le disiez si bien, donc je m'appelle Paulette Kneur. J'ai été directrice adjointe de l'Âme d'Or pendant une quinzaine d'années et je continue, dans le cadre de Personnes Ressources, à participer à des activités de l'Âme d'Or, d'où ma présence ici pour rappeler un peu ce qu'est l'Âme d'Or et présenter les rencontres gérontologiques. Ce sont les 23e rencontres gérontologiques de l'Âme d'Or qui organisent une rencontre chaque année. Et pour rentrer dans la dynamique des personnes âgées, on essaie de les faire toujours à la même période, première semaine d'octobre. Très bien. Donc les gens prennent le rendez-vous déjà en sachant que chaque année, début du mois d'octobre, il y a des rencontres gérontologiques et nous essayons chaque fois, lors des rencontres, d'annoncer le thème des prochaines rencontres, ce qui permet aux gens de se préparer, disons. Alors, le thème de ces rencontres, de ces 23e rencontres, qui se passent donc à l'hôtel Batelière, s'appelle « Personnes âgées et nouvelle pauvreté », avec un sous-titre « Nouveaux défis ». Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas, vous voyez, pas la personne âgée, on dit personne âgée au pluriel, parce que, quelque part, aucune personne ne vieillit de la même manière, aucune personne n'avance son âge de la même manière, tout est question de choix, et des fois aussi de santé et autres éléments qui seront donnés. Nouvelle pauvreté, parce qu'effectivement, on se rend compte, et ça a été vu sur le plan national lors des présentations des structures comme Banque Alimentaire ou bien qui font des actions, des actions caritatives et qui voient, voilà, populaire, tout à fait, et qui voient arriver des personnes retraitées qui ont tout juste ce qu'il faut pour vivre. Et donc, il y a en plus, on en parlera plus tard, la dignité et tout qui fait que
Ce sont des nouvelles pauvretés qui apparaissent. Et dans le cadre de nos stages de préparation à la retraite, puisqu'on parlera tout à l'heure dans la présentation de l'âme d'or, nous avons un thème qui s'appelle le budget à la retraite et qui permet de toucher du doigt effectivement ces nouvelles pauvretés par rapport aux ressources des personnes retraitées. Alors, donc lorsqu'on parle de nouvelles pauvretés, c'est vrai que ces dernières années, il suffit de regarder ce qui se passe autour de nous, l'actualité. On parle beaucoup de l'augmentation de la pauvreté d'une façon très 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 générale, et on était plus ou moins habitué depuis quand même pas mal d'années à l'installation d'une pauvreté chez toute une couche de population, et notamment au cours des dernières années des jeunes, une population jeune. Donc l'apparition de seniors a effectivement été constatée par des associations caritatives, on en a cité quelques-unes tout à l'heure, Banque alimentaire, Secours catholique et autres. À quoi est liée cette pauvreté? Alors d'abord, je crois qu'il y a une notion qui a été juridiquement mise en évidence, à savoir le seuil de pauvreté. Oui. Alors, effectivement, bon, comme on a mis des quotients familiaux, bon, ça reste des éléments permettant d'accorder des aides ou d'avoir des éléments pour pouvoir évaluer. Mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. On ne peut pas dire, bon, si j'ai regardé, des fois, par exemple, on disait qu'il fallait 1 500 € à l'époque où les gens étaient dans la rue sur le canal Saint-Martin, ou qu'il y avait un certain nombre de manifestations. On avait mis un seuil comme ça qu'il fallait 1 500 € pour vivre. Donc si on avait moins de 1 500 €, on avait dit ça comme ça, il y avait des recherches qui avaient été faites et on se rend bien compte qu'ici, il y a des gens qui ont 500, 400 € de retraite. 1 500 €, je crois que ça démultiplierait le niveau des personnes définies comme ça. Madame. Aujourd'hui, je crois qu'il a été établi par l'Observatoire des solidarités à environ entre 800 et 900 €. Pour le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté. Mais je veux dire, au niveau des gens qui touchent leur retraite, il y a des gens qui n'ont pas 800 € de retraite. Tout à fait. Donc, ce qui fait qu'à partir de cette définition du niveau de pauvreté, on voit bien que les personnes qui, lorsqu'elles passent à la retraite, il y en a beaucoup qui, effectivement, rentrent dans cette catégorie de gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Tout à fait. Ce qui fait qu'effectivement, il y a l'apparition de toute une population dont on sait qu'elle a un revenu régulier, mais un revenu qui n'est malheureusement pas suffisant pour être considéré comme pouvant vivre décemment. Absolument. Et devant avoir recours au... Alors, dans ces sommes que vous avez indiquées, moins de 800, moins de 500 parfois, euros de retraite, existe-t-il, alors au cours des préparations à la retraite qui sont dispensées par l'âme d'or, il y a donc, vous en avez parlé, un module qui porte sur le budget. Le budget. Quels sont les conseils, puisque de toute façon il y a une donnée qui est un fait avéré, les gens savent lorsqu'ils vont partir quelle somme ils auront en tant que pension. Quels sont les conseils que vous dispensez au sein de ce module de budget pour permettre aux gens de s'organiser, de prévoir leur future vie financière? Alors, avant, si vous voulez bien, puisque vous m'avez posé tout à l'heure la question de présentation de l'âme d'or, je ne sais pas si on fait après, comment on va faire. Enfin, toujours sur le budget, je peux vous répondre. Je crois qu'avant les conseils, le coup de massue que les gens ont lors des stages, parce qu'on les met devant les réalités, et on leur fait faire un budget. Un budget, à partir, on leur demande de mettre des montants, des chiffres, à partir de ce qu'eux, ils ont les uns et les autres à dépenser. Et quand on fait la liste, donc il y a les sommes qui sont incompressibles, tout ce qui est... puisque les gens, s'ils n'ont pas fait attention, s'ils n'ont pas vraiment anticipé, il y en a qui ont continué à avoir des traites de voiture, des traites de maison, des traites de prêt. Donc
ces dépenses-là sont incompressibles. Donc, les gens prennent conscience entre les dépenses incompressibles et leurs recettes, donc la pension, sinon pas d'allocation complémentaire, sinon pas d'autres revenus, ils prennent conscience en fait du déséquilibre de leur budget. Entre les charges et le montant des revenus, la pension, voilà, qui est sans doute la principale ressource. La principale ressource, mais ils peuvent avoir des loyers, ils peuvent avoir d'autres choses, mais encore les loyers, ça amène d'autres questions, d'autres problèmes, des responsabilités de propriétaires. Donc manifestement, un déséquilibre important entre les rentrées, les recettes et les dépenses. Absolument. Donc c'est la première prise de conscience. La prise de conscience. Dont on peut encourager donc en fait de toute façon nos téléspectateurs, les Martiniquais d'une façon générale et les futurs retraités d'une façon tout à fait universelle, à se préoccuper avant même d'être dans le bain, de savoir comment financièrement ils vont pouvoir gérer un budget. Et n'avons pas été habitués à faire des budgets. Et c'est quand on écrit les chiffres, quand on écrit sur le papier les chiffres, qu'on se rend bien compte qu'effectivement, il y a un déséquilibre entre les charges et les recettes. Et surtout, bon, nous avons, en tant que salariés, un mode de fonctionnement. On va demander une avance sur salaire, on va faire un découvert à la banque. Bon, on peut plus faire un retraité, tu as ton fixe, si tu commences à faire ça, tu t'en sors pas. Donc, il y a tout un certain nombre de fonctionnements en tant que salarié qu'on n'aura plus au niveau de la retraite, qu'on ne pourra plus. Parce qu'il y a des finances, il y a des ressources qui tombent et qui sont inférieures. Il y a des dépenses qui bougent toujours, comme les impôts. Les impôts fonciers ne bougent pas. On les paye toujours. Donc il y a un certain nombre de dépenses qu'on aura, mais on n'aura pas en face les revenus suffisamment importants pour pouvoir combler. Donc automatiquement, face à ces dépenses incompressibles, il y aura d'autres dépenses qu'on ne fera pas. Donc c'est un peu plus que je dirais l'aspect figé, j'ai assez, j'ai pas assez. C'est toute la dynamique qu'il y a dans la mise en place d'un budget qui renvoie à chacun dans sa responsabilité, dans ses choix. Peut-être vendre la maison, on peut arriver jusque-là. Alors on va parler éventuellement, on va parler tout à l'heure un petit peu plus tard des solutions ou des moyens de se sortir. Donc effectivement, on voit qu'à la limite, les personnes qui partent à la retraite, qui sont encore en activité mais qui se préoccupent déjà de leur retraite, s'aperçoivent très rapidement que leurs revenus vont se réduire notablement, alors que leurs charges ne descendront pas et ne se réduiront pas de la même façon. Ce qui fait qu'on est quelqu'un de tout à fait intégré lorsqu'on est salarié, intégré avec une vie parfois confortable ou plus ou moins confortable, et qu'on risque effectivement à la retraite de basculer dans ce qu'on appelle les nouvelles pauvretés par rapport à justement l'équilibre entre les charges et puis d'autres choses qui nous arrivent dans la dynamique du retraité. C'est-à-dire, bon, la maladie malheureusement des fois, ou bien des ruptures, des fractures, des divorces, des choses comme ça, qui vont encore nous solliciter dans d'autres registres que nous n'avions pas auparavant, sur lesquels nous n'avons pas anticipé. Donc vous voyez à l'âme d'or des personnes qui s'adressent à vous et qui vous font état de leurs difficultés à vivre financièrement des retraités? Mais c'est surtout essentiellement dans les stages de préparation à la retraite. Et puis on est un petit peu sur la marge, puisque l'âme d'or fait aussi la préparation des personnes âgées accueillis en famille d'accueil, et on peut, à la marge, lorsque les familles se retrouvent dans... Parce que souvent, on appelle ça la génération sandwich, on va peut-être demander un placement, j'aime pas le mot, bon, la mère d'être accueillie en établissement et tout, et on revient encore au budget, c'est que des fois, il y a des participations financières, donc on a 60 ans, 65 ans, on a un parent qui a 80, 85, qui doit aller en maison de retraite, en établissement ou en famille d'accueil, qui fait son dossier, il y a une participation financière. La pension de la personne âgée ne suffit pas. Donc même s'il y a une aide du Conseil général, le Conseil général, quand il fait son dossier, il y a une participation financière des enfants. Donc les enfants qui ont 65 ans,
qui sont eux-mêmes effectivement à la retraite avec des revenus en baisse, sont confrontés effectivement à un certain nombre de... Et là, c'est vraiment la problématique du retraité, puisque c'est parce qu'il est à la retraite et que son parent lui-même est à la retraite, ils se retrouvent tous les deux dans une situation financière réelle à gérer. Tout à fait. Donc on le voit, hein, on a parlé depuis le début de Mahogany du choc que va représenter le vieillissement accéléré de la population martiniquaise, à la fois sur un plan sanitaire et social, mais également économique, et on le voit bien là. L'allongement de la durée de la vie, c'est une excellente nouvelle, ne va pas sans une nécessaire adaptation et une nécessaire projection depuis très tôt, puisqu'effectivement, les personnes qui sont actuellement à la retraite ont bien souvent un parent très âgé qu'il convient d'aider financièrement. Effectivement, vous avez avec d'autres charges, les aides à domicile, des choses comme ça. Les aides à domicile, un hébergement, des gros soins de santé. Et parallèlement, donc, les revenus de ces retraités, donc la pension en baisse par rapport à un salaire. Donc, est-ce qu'au sein de ces... donc, on voit qu'il est facile de basculer d'un état de relative insouciance et de relative sérénité par rapport à l'avenir à un état d'inquiétude permanente et des difficultés à vivre. Donc, est-ce que donc, les prochaines rencontres gérontologiques de l'âme d'or, donc, qui auront lieu les 3 et 4 octobre à l'hôtel La Batelière, vont faire intervenir tout un tas d'intervenants autour de sujets. Est-ce que des solutions, est-ce que vous, au sein de l'âme d'or, premièrement, vous réfléchissez à des solutions, vous proposez des solutions dans le cadre de ces stages de préparation à la retraite? Et est-ce que ces interventions au sein des journées gérontologiques pourront apporter quelques pistes aux personnes qui s'y rendront et aux gens inquiets, aux personnes inquiètes pour leur vie de retraité? Mais c'est l'objectif. C'est l'objectif des rencontres, c'est permettre aux gens de réfléchir. Déjà, bon, les intervenants que nous avons, ce sont quand même des professionnels, il y a des professionnels, des universitaires, des gens qui ont des responsabilités et qui ont déjà réfléchi à la question. Donc, par exemple, nous avons des thèmes, un thème par le CCAS, c'est-à-dire le Centre communal d'action sociale, qui est la plateforme, c'est là qu'il y a toute la misère du monde, je dirais. Oui, puisque c'est la première institution instance au sein de la commune, de chaque commune, voilà. En but aux difficultés. Qui reçoit les doléances de la population. La population. C'est le premier niveau. Il est au niveau de la commune, donc ce sont des centres communaux d'action sociale, et qui sont, le premier niveau aussi de la protection sociale, c'est à la mairie, parce que le maire c'est le président du conseil d'administration souvent. Et dans ces centres communaux d'action sociale, où il y a des assistantes sociales, où un certain nombre de personnes qui recueillent les doléances de la population, qui dispatchent en fonction des différents textes de loi, et qui aboutissent soit au versement d'aides financières, soit des établissements, soit tout un certain nombre, toute une panoplie pour venir en aide aux populations. Donc c'est là l'observatoire en fait. C'est là qu'on reçoit un peu et qu'on peut avoir travaillé sur les populations. Il y a également le schéma gérontologique, il va se terminer là en 2013. Et comme quand le Conseil général met en place ce schéma gérontologique... Alors le schéma gérontologique, c'est un document donc, qui émane du Conseil général. Tout à fait, tout à fait. Des départements d'une façon générale. D'une manière générale. Et qui a pour objectif d'organiser et de prévoir tout ce qui, comment dirais-je, les différentes structures, aides, comment on va structurer ce domaine lié à la vie, à la solidarité, à la santé des personnes âgées. Tout à fait. Dans le cadre de la loi de départementalisation, pas de départementalisation, excusez-moi, la loi de 82, décentralisation,
pas la prise en charge, mais tout le travail autour des personnes âgées revient, c'est de la compétence du Conseil général. Donc tous les 5 ans, le Conseil général fait un schéma, donc c'est une espèce de guide des actions à faire, et ce schéma n'est pas fait tout seul. En amont, il y a une réflexion avec tous les travailleurs sociaux, toutes les associations, pour pouvoir bien réfléchir sur les enjeux, les défis et les choses à mettre en place. Donc, et ce schéma est fait pour 5 ans. Donc, c'est une photographie à un instant T de la population et des propositions, des projections sur ce qu'il faut faire sur les 5 ans. Voilà, voilà. Donc, je vous disais que là aussi, le schéma gérontologique est un élément aussi important pour pouvoir avoir une idée de la population, des besoins et des choses à faire pour la population. Par exemple, on se rend compte dans les schémas que beaucoup de personnes âgées sont propriétaires de leur logement. Alors vous entendez propriétaires de logement, vous dites c'est bien, mais non, c'est une petite case qu'ils ont. Mais ils sont propriétaires. À partir du moment où on rentre dans le système des propriétaires, on arrive avec tous les problèmes d'individus, de succession et compagnie, de titre de propriété. Bon. Et là, en Martinique, c'est vraiment une originalité, par contre, là, de la Martinique, en matière de succession, de titre de propriété, de terrain et compagnie. De propriété effective, puisque de la propriété effective dépend tout un tas d'aides, par exemple d'aide à l'habitat notamment, puisque souvent on arrive à l'âge de la retraite, on a construit sa maison depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, elle commence à se dégrader, il va falloir effectuer soit des réparations, d'où les questions d'assurance. Des adaptations à la vieillesse, à la perte de certaines sensations. Et on s'aperçoit parfois qu'il y a des difficultés puisque les aides à l'amélioration, à l'adaptation de l'habitat dépendent des revenus et également de la propriété effective. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de titre de propriété, il est extrêmement compliqué pour les institutions d'intervenir de façon légale. Donc ça, c'est encore des éléments de notre population qui sont à prendre en compte dans les difficultés, dans les nouvelles pauvretés. Tout à fait. C'est compliqué, et des fois on a beaucoup d'enfants, il faut que les enfants s'entendent. C'est vraiment compliqué. Donc, au niveau du schéma, il y a un certain nombre de propositions qui sont faites, un certain nombre d'observations qui sont faites, sur la base des sources de l'INSEE, donc qui permettent effectivement d'avoir une idée de la population sur le plan de l'économie, sur le plan des capacités financières et sur le plan des projections. D'accord? Donc, si vous voulez, au niveau des stages de préparation à la retraite, nous avons aussi un certain nombre d'éléments par rapport aux personnes qui sont là, qui viennent dans les stages. Et vous avez, c'est vraiment très hétérogène. On se rend compte aussi des gens qui ont cotisé, pas cotisé, combien de temps. Il faut dire aussi que dans certaines couches de la population, il y a des personnes qui ont très peu cotisé. Donc alors là, vous posez le problème en fait de la préparation à sa future vie, lorsqu'on est encore en activité, sa future vie de retraité et à la baisse de ses revenus. Tout à fait. Donc, d'où la nécessité. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop tard? C'est-à-dire que lorsqu'on fait un stage de préparation à la retraite, ça veut dire qu'on est à quelques années de la retraite. Est-ce qu'il est encore temps de préparer sa retraite financièrement? Moi, je pense que le meilleur moment mais c'est ça, c'est voir avec nos partenaires. Mais il est certain que si on fait un stage de préparation à la retraite à 50 ans et qu'on n'avait déjà pas travaillé assez anticipé, on peut encore redresser la barre. Bon, si on fait un stage de préparation à la retraite à 59 ans, 58 ans et qu'on a pris de mauvaises décisions, c'est peut-être un peu difficile. Mais il faut toujours avoir de l'espoir, puisque après la retraite, on vit encore 30 ans. Donc on a encore 30 ans pour pouvoir redresser la barre. Absolument. Et faire des choix qui nous permettent d'être en capacité de maîtriser notre vie et ne pas la subir. Tout à fait. Alors, on l'a bien compris, il est préférable et nous en avons parlé dans Mahogany et également dans la chronique qui est couplée avec le magazine chaque jeudi dans le quotidien France Antilles. Donc, préparer sa retraite par le biais de cotisations supplémentaires, complémentaires à la retraite légale, notamment des salariés. Est-ce qu'il y a
une fois la retraite arrivée et face à une baisse drastique de ses revenus, est-ce qu'il y a, lorsqu'on est déjà à la retraite, des possibilités de Mais faire la loi, face à ces difficultés? Oui, la loi, à part les associations caritatives qui fournissent oui, un là, gros nous sommes effort, toujours hein, dans subir. Nous sommes toujours dans une posture de subir et de chercher des réponses aléatoires. Mais je dirais que la loi s'est considérablement assouplie et notamment les gens qui sont en capacité, parce qu'on voit toujours retraité qui est couché, qui est vieux, mais ils ne sont pas tous comme ça. Et donc, Dieu merci. Et le fait de l'allongement de la vie, c'est une... il ne faudrait pas trop s'en plaindre parce que c'est une victoire. C'est une victoire sur la vie. Tout à fait. Donc c'est vieillir en bonne santé. Je crois que c'est ça le truc. Vieillir en bonne santé. Si l'effort doit être, à mon avis, fait pour que les gens puissent vieillir en bonne santé et que les familles qui s'occupent de leurs parents puissent avoir un répit pour qu'eux aussi, ils vieillissent en bonne santé. Je crois que plus que la charge, c'est l'état d'esprit qui me semble important. Sinon, ça devait devenir un fardeau où les grandes personnes vont dire « moi, je vais attendre la mort moins » et qui ne supportent pas d'avoir un allongement de la vie. C'est allongement de la vie en bonne santé. Je crois que c'est là que l'effort doit être mis. L'effort doit être mis. Et si vous voulez, je vous parlais donc des lois, on peut travailler. On peut même retravailler dans son ancienne entreprise. Donc avant, il y avait eu des limites. Il ne fallait pas dépasser, il ne fallait pas que l'emploi qu'on avait, les rémunérations de l'emploi, dépassent le montant du dernier salaire. Bon, les choses bougent tout le temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, dans la mesure où je ne voudrais pas non plus avoir des postures qui ne sont pas, vu que ça va très très vite, surtout que c'est un débat national sur la retraite. Mais il y a quand même des possibilités. Donc c'est pour ça que je dis c'est plus en bonne santé, vieillir en bonne santé. C'est-à-dire, c'est l'idée de mettre à disposition ses compétences, faire des découvertes qu'on ne connaissait pas. Je connais des gens qui découvrent, qui savent peindre, hein, qui font de magnifiques tableaux. Ils n'avaient pas le temps. Puis quand je vois le prix des tableaux, ça peut être une source de revenus. Ils font une exposition, bon, les tableaux, on ne les vend pas à moins de 250 €. Donc ça fait quand même des revenus. Donc c'est l'ouverture à avoir, à mon avis, savoir que, acter qu'on aura une baisse de revenus, acter qu'il y a des dépenses qui, de toute façon, vont en augmentant, comme les impôts fonciers, ça ne va pas bouger, et puis voir quelles sont nos ressources, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir encore investir, surtout, comme je me dis, encore 30 années au minimum à vivre. Donc, on ne va pas un enfant de 20 ans et puis un adulte de 50 ans, ce n'est pas le même. Donc, c'est beaucoup d'années. Donc, il faut quand même... moi, je dis que plutôt cette posture-là, plutôt que de me figer dans pauvreté, moins d'argent, oui, certes, mais si je fais des choix qui réduisent mes dépenses, et si je fais des choix qui me font chercher d'autres ressources, et en même temps qui me rendent bien, qui me donnent du bien-être et de l'estime de moi-même, parce qu'avec les nouvelles pauvretés, ça va aussi la mésestime de soi. Donc, c'est vraiment une globalité des choses à réfléchir. Alors, dans aux rencontres gérontologiques, il y aura des approches qui sont faites, comme les défis des CCAS. On avait parlé des CCAS, des centres communaux d'action sociale de la base, qui sont le premier observatoire. Tout à fait. Qui accueillent de plus en plus de monde et de seniors spécifiques. Ben oui, parce que pour pouvoir avoir accès, on va faire le quotient, c'est-à-dire entre ce que vous avez, vos charges, et puis où c'est qu'on peut gratter. Bon, on peut gratter sur rien, bon, voir si vous avez droit, vous êtes éligible, comme on dit, à telle ou telle possibilité. Donc, le CCAS, donc, il y aura une intervention de Madame Macabre, qui est l'élue en charge des questions sociales à la ville de Cherchères. Tout à fait. Et elle va intervenir sur les défis pour les centres communaux d'action sociale face aux nouvelles formes de précarité sociale chez les personnes âgées. Donc, vous voyez bien que là, on sera vraiment au cœur du sujet, avec des éléments observables et un élu, parce que quand même, ce sont les élus qui donnent
les intentions de développement. Donc un instantané sur une commune importante de la Martinique avec, on le suppose en filigrane, une augmentation des précarités, de la précarité chez les personnes âgées de la commune, avec le défi que constitue des budgets publics qui n'augmentent plus, qui stagnent, qui augmentent de façon très lente. Et donc, l'apparition de plus en plus de personnes. Donc, effectivement, c'est un thème d'actualité. Oui, pragmatique. Ce qui concerne la commune de Schœlcher concerne non sans doute l'ensemble des communes de la Martinique. Et donc, un point et un éclairage intéressant pour tout un chacun. Tout à fait. Vous avez un deuxième élément, toujours restant pragmatique. Nous avons une intervention d'une assistante sociale qui s'occupe du service social maritime. Nous entendons parler souvent des marins-pêcheurs. Hein, donc, qui ont déjà des difficultés en activité. Absolument, de par même la manière, les rôles et qui font leur existence, la manière construite leur poste de travail. Donc, il y aura l'assistante sociale, Madame Tell, Patricia Tell, qui est assistante sociale, et qui est élue aussi. Donc, pensionnée, retraitée de la pêche et la pauvreté. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Toucher du doigt la véritable pauvreté et précarité donc, avec les décideurs, ceux qui sont sur le terrain, et puis ceux aussi qui ont une écoute politique, puisque, comme vous le disiez si bien, Madame Patricia Tell est au conseil municipal de Trinité et en même temps au conseil régional, et qui depuis un moment d'ailleurs. Donc, et qui était candidate aussi à la mairie de Trinité. Candidate à la candidature à la mairie de Trinité. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas les vues de l'esprit, nous avons les pieds sur terre, et dans la composition du programme, nous avons essayé de faire des interventions qui sont sur le terrain, et en même temps la réflexion universitaire qui permet d'élever le débat. Donc, je vous ai parlé de la pauvreté, je vous ai parlé du CCAS, et nous avons aussi une intervention de l'universitaire, toujours dans le cadre des pauvretés, un universitaire, parce que je dis le CCAS, la base de l'observatoire, un élu dans un système comme la pêche, et nous aurons une intervention sur les nouvelles pauvretés, un risque de disqualification du statut social de la personne âgée. Ou vieux, ou pas bon, vieux corps, là toujours. Place aux jeunes. Place aux jeunes et tout. Et c'est très mal vécu dans les stades de préparation à la retraite. Les gens nous disent ça, que leurs collègues plus jeunes leur demandent comment tu n'es pas encore à la retraite, qu'est-ce que tu fais là toujours? Et ça, c'est le premier signal de disqualification du rôle social. Donc, vous voyez, un peu... Et la bascule, bon, on n'a pas d'argent, bon, on n'est plus acteur dans la société. Donc, travailler là-dessus, et donc les nouvelles pauvretés, un risque de disqualification du statut social de la personne âgée, sera fait par M. Franck Rexangalet, qui fait partie aussi du groupe scientifique, qui est donc maître de conférence en psychologie clinique et en psychopathologie, et qui nous vient de l'université d'Angers. C'est d'ailleurs avec lui, comme partenaire, que nous allons mettons en place la licence professionnelle handicap et vieillissement avec Angers. Parce que c'est une des autres missions de l'AMDOR, organiser des formations professionnelles universitaires. D'accord. Alors, donc, et ensuite, nous aurons un économiste, toujours en restant dans le côté pragmatique des choses. Nous avons un économiste que les gens connaissent bien, qui est M. Michel Branchy, qui est lui-même retraité aussi. Qui est un retraité, donc effectivement, qui a une connaissance concrète. Tout à fait. Du rôle de retraité, un retraité très actif d'ailleurs. D'accord. Donc M. Michel Branchy qui va nous parler du pouvoir d'achat des retraités d'outre-mer. Donc là... On sait que c'est une question très générale qui a intéressé il y a quelques années l'ensemble de la population martiniquaise. Et donc, effectivement, réduction des revenus pour les retraités, est-ce que ça doit signifier automatiquement réduction de la consommation et réduction de ces achats? Tout à fait. On est dedans. Donc, M. Michel Branchy, qui est donc économiste,
qui est ancien chargé d'enseignement à l'UAG et qui est ex-commissaire de la concurrence et de la consommation. Donc nous sommes vraiment dans les cœurs de débat sur la base. Alors, si vous voulez, nous aurons aussi le Secours catholique, on parlait tout à l'heure des instances caritatives. Hein? Donc nous aurons l'intervention de Mme Louis-Joseph, qui est déléguée du Secours catholique de la Martinique, et qui nous parlera des nouvelles pauvretés des personnes âgées et l'expérience du Secours catholique. Donc nous avons quand même voulu être au cœur du problème et pouvoir donner, que les gens qui sont là se reconnaissent dans les questions qui seront faites et que les professionnels aussi puissent avoir touché du doigt les réalités du terrain. De façon à ce que les propositions qu'on fait... Parce que des fois, on est dans sa bulle et puis on est dans on imagine, mais on ne voit pas. C'est comme le budget. On dit j'aurai moins d'argent. Mais quand on le fait, on met les chiffres, on voit vraiment qu'on aura de combien d'argent que j'aurai en moins. Voilà, alors, le mot combien revient et on voit effectivement les possibilités. Donc, voilà un peu il y aura d'autres donc, effectivement, on le voit bien, donc, ces rencontres sont... C'est le terrain martinique, hein? L'occasion, effectivement, d'avoir un focus, une approche sur de multiples facettes de ces nouvelles pauvretés, concrètement, avec un niveau de réflexion et d'analyse, et également, sans doute, des solutions, et en tout cas, l'ouverture d'une réflexion très sérieuse sur l'avenir. Alors, comme nous ne sommes pas tout seuls, et que nous sommes à la fois une appartenance vis-à-vis de la France, donc par rapport à un certain nombre de textes qui sont appliqués, par rapport à des problématiques qu'on retrouve et tout, mais nous sommes aussi dans la Caraïbe. Absolument. Donc, la Caraïbe aussi a peut-être fait d'autres choix, peut-être notre manière d'approcher le vieillissement et les solutions pour les pauvretés. Je me rappelle, une fois, on avait été... il y avait Mme Eugenia Charles, c'était à la Dominique, et elle était Premier ministre à l'époque, et elle disait que plutôt que de donner une somme d'argent, elle préférait donner deux planches, 2 tôles. Bon, on peut discuter de ça. C'est une approche différente, oui. Mais donc, nous aurons quand même des gens de la Dominique qui viendront. Nous aurons également des gens de la Guadeloupe. Hein, donc là aussi, effectivement, nous avons plus ou moins la même histoire, mais peut-être des fois, il y a des choix politiques ou des manières d'embaucher qui sont différentes. Et donc, nous aurons des personnes qui nous viennent de la Guadeloupe, comme je vous ai dit, de la Dominique, et qui vont faire des interventions. Donc également un regard croisé avec des acteurs du vieillissement au sein de la Caraïbe, donc la Dominique, et également dans l'île Sœur, la Guadeloupe. Donc effectivement, on le voit bien, une approche multifacette qui permettra, j'imagine et je l'espère en tout cas, de repartir avec des pistes de solutions parce que nous sommes au cœur du problème et un problème qui risque d'aller s'accroissant puisqu'on va connaître dans les années qui viennent des départs à la retraite de plus en plus importants puisque ce sont les classes d'âge, les baby-boomers qui arrivent à la retraite, donc la classe d'âge la plus nombreuse, ce qui risque effectivement à la fois socialement, sociétalement, mais économiquement, sanitairement et économiquement, d'avoir des incidences particulièrement lourdes sur la société. Tout à fait. Donc on encourage bien évidemment tout un chacun à se rendre à ces journées gérontologiques. Alors, est-ce que, donc, qui se passe sur 2 jours, les 3 et 4 octobre, oui. J'ai oublié de vous dire que quand même l'argent de la retraite, le nerf de la guerre, c'est la sécurité sociale. Donc il y aura quelqu'un de la sécurité sociale, en la personne de Mme Fall, qui viendra, qui est assistante sociale aussi, et qui est responsable du département Action sociale et santé du vieillissement à la sécurité sociale. La CGSS, et qui parlera donc des retraites et des pauvretés chez les seniors en Martinique. Oui, ils sont eux aussi, à côté des CCAS, en but et en première ligne. C'est ça, les revenus sont les revenus, voilà. Ils servent les revenus des personnes, des salariés, des anciens salariés, tout à fait. Désormais à la retraite. Donc, un panel très large. Donc, sur les 3 et 4 octobre à l'hôtel La Batelière, les personnes qui souhaiteraient
participer à ces rencontres gérontologiques peuvent le faire de leur propre initiative. Absolument. Ce sont les institutions, Absolument. D'accord. Alors il y a quand même un coût, si je ne m'abuse. Oui, il y a bien sûr un coût. Alors, pour rester dans la problématique du congrès, et pour répondre un petit peu aux demandes des uns et des autres qu'on avait entendues, nous avons fait un coût spécial retraité. C'est la première fois que nous faisons cela, parce que nous n'avons jamais voulu stigmatiser, justement rentrer dans le système, je suis retraité, j'ai pas d'argent, fais-moi un prix. Donc on n'a pas voulu faire ça jusqu'à présent, mais là on l'a fait pour être en phase avec le thème. Donc nous avons un tarif spécial retraité qui est de 190 €. Qui comprend, Tout. Qui comprend plus que les coûts simples. Hein, donc, Ah oui. Alors les jours, comment ça se passe? Donc vous avez donc journalier hôtel batelière, vous êtes accueilli quand vous arrivez, vous inscrivez, on vérifie que vous êtes inscrite, vous recevez un petit sac, une valisette avec de la documentation, programme, un certain nombre de choses. Et vous avez donc les coûts sont les 2 jours, hein, les 2 jours de conférence, pas des conférences, hein, ce sont des interventions qui sont très pratiques et porteurs de réponses, hein, porteurs de réponses et porteurs d'évaluation. Hein. Donc il y a cela et il y a les pauses. Pause café à 10 h à peu près et le repas. D'accord. Les repas sur les 2 jours. Les repas sur les 2 jours. Il y a également des animations qui seront faites. Nous aurons un hommage au docteur Michel Yoyo, qui a été le président de l'Âme d'Or, qui a passé la main cette année. Et un hommage lui sera rendu le vendredi pour toute l'action qu'il a faite au niveau de l'Âme d'Or. En étant à l'origine, à la co-origine de l'Âme d'Or? Non, c'est-à-dire que l'origine de l'Âme d'Or, au départ, c'était la caisse de retraite complémentaire, l'IRCOM, qui est devenu après l'IRCOM. Et le premier président de l'Âme d'Or a été M. Solvar. D'accord. Et le deuxième président, c'est M. Yoyo. Donc depuis son existence, l'Âme d'Or a eu 2 présidents. Très bien. M. Solvar qui a dû rester peut-être 3-4 ans, je ne sais plus. Et M. Yoyo qui a marqué les années de l'essor. Alors il faut dire que M. Yoyo apporte. M. Yoyo est docteur en médecine et docteur en anthropologie. Il a été lui-même membre du CEDIF, qui était, à l'époque, qui a eu beaucoup de succès en Martinique, qui était quand même un vivier au niveau de la réflexion, au niveau de la formation. Donc il avait cette approche humaine et cette approche de formateur. Donc il a porté cela au niveau de l'Âme d'Or. Et à chaque manifestation de l'Âme d'Or de réflexion, il a toujours porté sa contribution en faisant lui-même 1 à 2 interventions, que ce soit dans le domaine de la gérontologie, que ce soit dans la parentalité, dans le cadre des séminaires de l'école des parents que l'Âme d'Or a inauguré depuis quelques années. Donc cet hommage lui sera rendu vendredi, et pour le remercier de son engagement et de son dévouement. Et ce dévouement à l'Âme d'Or et de tout ce qu'il a apporté pour la promotion de cette institution qui au départ avait été créée parce que au niveau de la caisse de retraite, il y a des actions qu'on ne pouvait pas faire par rapport au cœur de métier de la caisse de retraite complémentaire. Donc l'Âme d'Or a été créée à un moment avec le directeur qui avait à la caisse de retraite et M. Rémy qui est encore le directeur actuel pour pouvoir créer une instance qui puisse permettre de faire des actions en faveur des retraités. Au fur et à mesure, nous avons fait des actions non seulement vers les retraités, sorties, croisières ou encore aide au niveau de l'électroménager exactement, mais nous avons fait aussi, nous sommes dit, il faut aussi former les personnes qui sont auprès des personnes âgées. Donc c'est comme cela que nous avons commencé à faire travailler le volet de la formation des travailleurs sociaux. Et ensuite, nous avons fait, alors c'était aussi bien dans le cadre des contrats par l'économie qu'on faisait, l'insertion qu'on faisait, par l'activité, pardon, qu'on faisait des formations pour des jeunes personnes aidées à domicile, des RMI, des choses comme ça. Et puis nous avons, alors d'un congrès qu'on a fait avec le professeur Kuzman, qui était un professeur
d'université de Strasbourg, on a commencé le premier diplôme universitaire de gérontologie. Donc nous avons commencé les diplômes universitaires et parallèlement le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement social. Donc des personnes qui encadrent les institutions tout à fait. Dédiées aux personnes âgées. Donc effectivement, on voit donc d'une association d'intérêt collectif Tout à fait. en direction et en faveur des personnes âgées. On est passé, enfin on est au passé, management, on a ajouté, aux ressources humaines. Et donc vous avez toute une génération, vous avez de formé directeurs à l'AMDOR toute une place. génération effectivement de responsables tout à fait. et de cadres des institutions sanitaires et sociales à la Martinique. C'est un pan de votre activité, donc formation, qui continue et qui se développe. Oui. Et auquel les téléspectateurs intéressés peuvent recourir, oui, tout à fait. Vous avez en continu, donc vous offrez en continu la possibilité de formation assez diverses, liées au vieillissement de la population à des niveaux différents. Tout à fait. Et je crois que nous avons, donc je vous ai dit, on fait des CAFDES, enfin CAFDES, un certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement. Nous avons, c'était une formation longue sur 3 ans, en interrégion, Martinique, Guadeloupe, Guyane, et le diplôme supérieur en travail social qui était aussi sur 3 ans. Et par la suite, c'était quand même très lourd et nous avons opté sur des partenariats avec les différentes universités, tout en travaillant aussi avec l'Université Antilles-Guyane, puisque chaque fois, on leur présentait les projets, ou encore on travaillait avec les enseignants de l'Université Antilles-Guyane. Donc, et avec ces différentes universités, nous avons pu mettre en place un certain nombre de masters. Et l'intérêt, c'était que c'était des masters en direction de travailleurs, des gens qui travaillaient déjà. Donc il y avait tout un savoir-faire, tout un savoir, une expérience. Donc c'était, sur le plan, je dirais, militantisme, c'était une validation des expériences de nos salariés, des salariés martiniquais, guyanais, guadeloupéens, en vue de master, leur permettant de continuer leur carrière. Donc on a même eu des gens qui étaient là, qui avaient 50 ans, qui sont venus en formation. Et donc valider leur carrière dans des qualifications. Très bien, donc ça c'est l'autre volet de la formation, ce qui explique que nous avons des universitaires dans nos congrès, et souvent des universitaires avec lesquels nous allons ensuite travailler, soit par des licences professionnelles, le prochain en date étant, nous essayons de faire un diplôme de psychogérontologie. Très bien, donc on le voit, une association toujours en évolution, en plein bouillonnement, avec des résultats et des applications concrètes dans tout le tissu économique de la Martinique. Donc c'est une contribution. L'AMDOR sert également et parallèlement de support à l'institution, à l'écoute des cas de maltraitance, puisque tout à fait. Vous accueillez, l'AMDOR accueille le service Allo Maltraitance des personnes âgées. Donc c'est un service du Conseil général qui est donc, dont l'AMDOR a répondu à l'appel d'offres et a été donc sélectionné. Et nous donc gérons ce service Allo Maltraitance personnes âgées handicapées qui date de 2005, qui commence à avoir sa vitesse de croisière, qui est fédéré à Alma France, Allo Maltraitance personnes âgées France, et qui fonctionne avec des bénévoles et des salariés. Des retraités bénévoles, oui, sont tous retraités. C'est encore une autre manière d'utiliser quelque part au niveau de la retraite, de ne pas subir, d'être aussi acteur dans la société et de donner ses compétences, puisque ce sont des gens qui sont ce sont des gens qui ont des compétences professionnelles, mais ceux qui n'avaient pas de compétences dans le milieu de l'écoute, qu'on forme, donc on est formé quand on est écoutant. Et sur le plan du comité de référents, ce sont des retraités également, professionnels, avocats, éducateurs, banques, qui travaillent sur les dossiers. Très bien. Donc, lorsqu'on constate ou lorsqu'on est soi-même victime de signes de maltraitance à l'égard des personnes âgées, il y a un numéro
une ligne directe hébergée par l'AMDOR, hein, auquel les personnes peuvent, comment dirais-je, les gens témoins ou victimes de maltraitance peuvent appeler ce numéro et déclencher, le cas échéant, une procédure de protection. Alors, je dois dire que nous avons essayé d'avoir un numéro facile, mais on n'est pas arrivé. Donc, c'est le 596 48 47 48. On voulait 3 fois 48, on l'a pas eu, mais enfin... 48, 47, on peut quand même, 48, sur le plan donc de la mémoire, retenir. Voilà. Des cas de maltraitance à l'égard de personnes âgées. De personnes âgées ou handicapées. Alors, je dois dire aussi que chez nous, c'est normal, partout aussi, parce que c'est pas savoir, c'est moi qui ai dit, c'est essayer d'agir sur l'action. Donc, les messages anonymes sont pris en compte aussi. Très bien. On n'est pas obligé, il n'y a aucune crainte, c'est vraiment quelque chose de confidentiel quand vous faites le signalement. Et on ne fait rien sans l'autorisation de celui qui a appelé. On ne déclenche rien là-dessus. Alors, les institutions, il y en a. Il y a des maltraitances en institution, mais il y a toujours le poids de l'institution. Donc, je dis ça surtout pour une institution, parce que c'est pas normal que parce qu'on a peur. Et d'autant plus qu'au niveau de la loi, maintenant, ça a changé. Et on n'est pas... la loi protège la personne qui signale. Donc, en institution aussi, bon, s'il y a des choses qu'on voit, bon, on est tenu, d'autant plus que si jamais ça s'est avéré et qu'on sait que vous avez vu, vous pouvez avoir des problèmes. Très bien. Donc, les loisirs et les activités en destination des personnes âgées, la formation, la lutte contre la maltraitance, on voit l'AMDOR. La parentalité. La parentalité également, puisque l'école des parents, puisqu'il est effectivement à côté de cette branche strictement personnes âgées et retraitées, personnes retraitées. Vous avez au sein de l'AMDOR développé toute une branche d'assistance aux parents par le biais de cette école des parents qui organise un certain nombre de conférences. Alors nous avons comme pour le congrès, nous organisons un séminaire de parents, un séminaire à l'école des parents chaque année au mois de mars. Et parallèlement, nous avons un groupe de parole qui existe chaque semaine, animé par une psychologue qui se fait à la Maison du droit et de la justice au Théâtre Saint-Ville. Et on peut, en téléphonant à l'AMDOR, 73 73 83, avoir les différents thèmes qui seront donnés, et les personnes peuvent venir, c'est gratuit, et on débat sur des thèmes animés par une psychologue. Donc il y a cela, il y a aussi la conseillère conjugale. On peut aussi appeler toujours 73 73 83 et on vous donnera les jours de réception de conseillère. On le voit, l'AMDOR a une activité extrêmement étendue et intervient finalement au sein de toutes les branches de la famille, quoi. Tout à fait, parce qu'il y a quand même... moi, je suis éducatrice de formation. Quand j'allais... avant ça, je travaillais en AMO, avec le juge pour enfants, en action éducative en milieu ouvert. Et c'est comme ça que j'étais un peu interpellée, parce que quand j'allais à domicile par rapport à la situation de l'enfant, s'il y avait une grande personne là, elle m'interpellait en me demandant qui je suis, c'est qui mon père, c'est qui ma mère. Donc il y avait déjà une approche, et on se rend bien compte que de la manière dont vous avez été accueilli ou que la personne âgée, vous serez plus à l'aise après pour parler avec l'enfant. Donc il y a une synergie dans tout ça et il ne faut pas les couper. Et quand on voit maintenant que sur le plan de l'économie, comme les revenus, même s'ils n'en ont pas beaucoup, sont fixes, le plus souvent, ils aident leurs petits-enfants dans la famille. Et ça contribue aussi donc la solidarité familiale existe, mais il y a des fois où il y a des choses qui ne vont pas, mais les grandes personnes aident beaucoup leurs petits-enfants et ceux qui sont en France. Leurs parents et leurs enfants et leurs petits-enfants, bien souvent. Voilà, parce puis on sait où c'est qu'il y a la ressource fixe, elle est peut-être plus facile régulièrement. Voilà. C'est parfois l'une des seules ou des rares ressources régulières au sein d'une cellule familiale qui fait que les retraités, les nouveaux retraités sont bien souvent les pivots financiers
de la famille, ce qui contribue parfois effectivement à un appauvrissement de ces mêmes personnes. Absolument, absolument. Très bien. Donc nous rappelons les dates donc, de ces journées gérontologiques de l'âme d'or, les 3 et 4 octobre. Tout à fait. C'est un jeudi, hein, jeudi et vendredi. Et vendredi, très bien. La jeudi semaine et vendredi, prochaine. La semaine prochaine. Ça commence à 7h30, hein, l'accueil pour jeudi. Ça commence à 7h30 avec donc l'accueil, la Guadeloupe qui va nous parler, la sécurité sociale. On commence par la sécurité sociale, puisque c'est lui le bailleur, et le nouveau revenu. Et puis ensuite, nous avons des interventions sur toutes les pauvretés, un système de pauvreté. Tout à fait. Tout à fait. Et ça finit à 17h, il y a un film. Hein. À 17h, il y a un film sur la pauvreté des seigneurs, un film d'un envoyé spécial qu'on a récupéré, qui a les retraités, les pauvres, obligés de travailler. Voilà, donc tout on l'a vu hein, au cours de cette émission, la pauvreté, les nouvelles pauvretés donc, des seniors sous toutes les facettes, hein, avec des pistes des pistes de réflexion et également de solutions. Rendez-vous donc jeudi 3 et vendredi 4 octobre à l'hôtel La Batelière. Pour toute information, on s'adresse à l'âme d'or, donc résidence... À Résidence Archipel. Résidence Archipel. Hein, non, pardon, Résidence Victor Lamont. On est à Victor Lamont. Hein. Résidence Archipel. Archipel, oui, Victor Lamont. Victor Lamont, d'accord. Je suis une vraie retraitée. Nous avons d'excellents ateliers de mémoire. Donc le numéro de téléphone, le 05 96 73 73 83, où on obtiendra des informations sur ces journées gérontologie et également sur le programme. Donc ce sont des journées qui sont ouvertes à tout public, hein, donc tout le monde peut s'y rendre. Donc merci Madame Pneur d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous nous retrouvons quant à nous mardi prochain dans les studios de Zouk TV, donc pour un nouveau numéro de Mahogany. Également avant ça, jeudi prochain, en compagnie et en collaboration du site internet Happy Silvers. Hein. Dominique Felvia nous a fait fou aujourd'hui, mais nous la retrouverons sans doute la semaine prochaine. Donc jeudi dans la page interactive du quotidien France Antilles et également sur le site internet Happy Silvers. Si vous souhaitez revoir des anciens numéros de Mahogany ou les nouveaux numéros de Mahogany, vous pourrez également le faire par le biais du site happysilver.com, H-A-2-P-Y Silver S-I-L-V-E-R-S.com. Nous nous retrouvons mardi prochain, quant à nous, de visu pour un nouveau numéro de Mahogany. Merci Madame Pneur. Merci Madame Delblanc. Au revoir. Au revoir.